Enfin, vous imaginez pas à quel point je l'ai attendu cette carte. De base, j'étais censé faire mon test pour le jour de la sortie, et ma carte n'était toujours pas arrivée. Et même 2 semaines après, elle n'était toujours pas arrivée. Donc moi, bah, j'appelle Nvidia, je leur dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'on me boycotte? Est-ce que c'est un complot orchestré par Nvidia pour me censurer? Je ne sais pas. J'ai pété un plomb carrément. Mais non, c'est juste qu'il y a eu du retard absolument partout. Et bon, les founders ont été distribués majoritairement aux personnes qui ont assisté aux conférences d'Nvidia lors du CES. Moi, je n'y suis pas allé. Ça vaut le coup d'aller au CES juste pour recevoir une carte graphique? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, elle est enfin arrivée chez moi. C'est la ROG Astral de chez Asus, l'un des plus gros modèles sur le marché actuellement. Et surtout, le nouveau plus haut de gamme d'Asus. Alors cette carte, je vais vous la déballer, je vais vous la présenter, l'analyser, vous déballer tout ce que je sais sur ses performances, sur cette nouvelle génération. Et croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, aussi bien en positif qu'en négatif. En fait, c'est simple, il y a énormément de positifs dans ces cartes, mais il y a tellement de négatifs que ma hype est totalement redescendue. Avant d'attaquer les hostilités, je vais vous présenter le bousin. Vous savez ce que c'est ça? C'est une mission pour mon partenaire de toujours, VIP YourCDKey. YourCDKey, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés. Des clés de jeu, des clés software et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, hein, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre User Center, vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé, vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer, et une fois que c'est fait, bah, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas, ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer, vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite, et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à YourCDKey qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps, et sur ce, on retourne au sujet principal. Voici donc à quoi ressemble le bousin. Voici à quoi ressemble une 5090 en 2025. C'est énorme, c'est un monstre. Elle pèse 3,1 kg, je l'ai pesée. C'est 600 grammes de plus que sa petite sœur, la 4090 de chez ROG. On est sur un modèle non pas 3 ventilos, mais 4, puisqu'on en a un à l'arrière. C'est la petite particularité de la Astral. Je vais vous expliquer à quoi ça sert, ce que ça apporte. Et contrairement à la Founder, on est sur une carte qui va occuper 4 slots. Donc ça, bon, je comprends le choix de vouloir faire quelque chose de mieux ventilé et qui a son petit style, mais quand même, 4 slots pour une carte graphique, vraiment, on en est là. On a plein de nouveautés sur cette nouvelle génération de cartes, architecture Blackwell, DLSS 4, GDDR7. Je vais vous donner plein d'informations, mais je vous avoue que moi, je ne vais pas vous bassiner avec 3 milliards de benchmarks et d'informations sur le moindre petit détail, sur plein de petits... Voilà, je pense qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties là-dessus. Moi, je vais aller directement droit au but parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent se perdre un petit peu rapidement dans la masse d'informations, et je comprends, hein, ça peut être beaucoup parfois, et qui n'ont besoin que de savoir si cette carte est faite pour eux ou non. Et c'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo, en commençant par vous dire que elle n'est pas faite pour une énorme majorité d'entre vous. Voilà, comme ça c'est dit. Mais bon, je pense qu'il y a quand même pas mal d'informations à prendre dans cette vidéo. Il faut savoir que cette carte n'est déjà plus en stock. Cette carte, comme toutes les autres 5000, était en pénurie, était en rupture de stock avant même de sortir. C'est-à-dire que au moment même où les Founders ont été annoncés, au moment même où elles ont été disponibles à 15 h sur le site d'Nvidia, il a fallu moins d'une seconde pour que les gens refresh et pour s'apercevoir que c'était déjà en rupture de stock. Merci les scalpers, merci les bots. Vous pouvez totalement perdre votre temps à râler en reprochant ça à Nvidia, mais sachez une chose, c'est qu'ils sont là pour vendre, pas pour être gentils ni pour vous faire plaisir. Nvidia est l'entreprise la plus riche du monde, la plus puissante, même si dernièrement, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées pour eux. C'est pas en étant gentils qu'ils en sont arrivés là. Mais surtout, on est sur des cartes qui démarrent à 2350 € pour le modèle Founder, donc celui d'Nvidia. Il y a eu chez Asus, je pense que c'est une TUF ou une Prime, un modèle qui était au prix MSRP, donc le même prix que la Founder. Et puis on a ce modèle qui est au prix MSRP de 2840 €, donc le prix qui est conseillé par Asus ROG. Et les seuls sites où on a pu la voir, bah, elle était à plus de 3000 €. Big up à LDLC qui prennent 400 € de marge sur cette carte. Oui, 400 €, puisque comme je l'ai dit, le prix de vente conseillé par Asus est de 2840 €. LDLC l'ont vendu à 3300 €. Et le prix et tout ce qui gravite autour en termes de marketing, on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, puisque là on va rentrer dans le cœur du sujet et s'attaquer à
cette carte, à ses performances. Alors il faut savoir que pour la faire fonctionner, on aura besoin cette fois-ci d'une alimentation de 1000 watts. Pour la 4090, c'était souvent conseillé, mais c'était pas obligatoire. Ici, avec un TDP pouvant monter jusqu'à 600 watts et démarrant à 400 watts, je pense que le 1000 watts, ça va être très nécessaire. Je vous avoue que la consommation, généralement, c'est une chose sur laquelle je suis pas super regardant parce que c'est pas ça qui va rajouter 1200 € par an dans ma facture d'électricité. Mais là, on a atteint un tel niveau que ça peut être problématique pour d'autres raisons. On est toujours sur un connecteur 12VH PWR. Pour le coup, ça change pas. Ce qui va changer ici, c'est qu'il va falloir 4 câbles PCIe branchés sur l'adaptateur si vous n'avez pas un câble dédié. Et mes amis, je le répète encore une fois, une 90, ce n'est pas une carte qui est exclusivement dédiée au jeu. Ce n'est pas juste la meilleure carte de jeu. Et surtout, celle-ci, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui en font une carte plus pro que gaming. Mais ça, évidemment, vous le savez puisqu'on n'arrête pas de vous le répéter. Alors évidemment que oui, cette carte est ce qui est le plus puissant actuellement sur le marché pour le gaming. C'est ce qui va délivrer le plus de performance. Donc si c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'elle vaut. Mais par contre, le budget qu'il va falloir déployer dedans est énorme. Esthétiquement, elle est super jolie. Elle est vraiment très sobre. Il n'y a pratiquement aucun RGB dessus, si ce n'est toute la barre ici, tout le liseré qu'on va retrouver sur la tranche latérale qui est contre la façade. C'est effectivement un très gros bloc. C'est très brut, c'est très rectangulaire. Mais pour le coup, moi, je trouve ça beau. Je pense que c'est celle ou l'une des deux qui me plaît le plus dans toute cette génération. Et pour la ventilation, comme je vous le disais, on a 4 ventilos, un qui va se trouver sur la backplate, qui va tout simplement faire du push-pull comme on le fait sur le water cooling custom par exemple, quand on prend un radiateur, qu'on met des ventilateurs d'un côté et de l'autre, l'air va être aspiré par ici, et ici il va le tirer pour en fait conduire l'air au mieux possible à l'extérieur du radiateur. Ça a réellement un impact sur le refroidissement, ça fonctionne très bien le push-pull. La seule chose, c'est que du coup, l'air va être envoyé à fond de balle vers le haut. Et vous allez voir dans cette vidéo que j'ai eu une petite surprise par rapport à ça. Ah vraiment, j'étais pas prêt, parce que cette petite Astral là, enfin cette énorme Astral, le travail de dissipation, elle le fait très bien, mais peut-être un peu trop. C'est totalement en son avantage, mais pas au vôtre, et ça c'est pas la faute d'Asus, c'est pas la faute de la carte en elle-même, c'est la faute de la puce qu'il y a dedans. Mais bref, je pense que j'ai assez taillé cette carte d'entrée de jeu, c'est pas le but de cette vidéo, je suis pas là pour la défoncer, bien au contraire, elle est vraiment géniale, mais il y a vraiment énormément de choses à vous dire concernant le marketing qu'NVIDIA ont encore fait autour, il y a énormément de choses à vous dire, à vous mettre en garde, parce que le gap de performance est bel et bien là, mais il y a quand même une petite mascarade derrière tout ça, derrière toute la génération 5000, et c'est ce qu'on va voir maintenant en épluchant les performances de cette carte. Avant toute chose, sachez que je n'ai pas été payé pour faire cette vidéo et je n'ai pas été guidé par la moindre marque. Nvidia m'ont au préalable envoyé les drivers, des informations, ils m'ont proposé de faire un petit call pour m'expliquer un petit peu cette nouvelle génération de cartes. Je l'ai refusé parce que j'ai pas besoin qu'on m'envoie trop d'informations, qu'on me bourre le crâne avec plein de choses comme ça. Il y a un côté très marketing à tout ça que je ne voulais pas ingérer, je voulais juste me faire mon propre avis en testant la carte. Et donc cette vidéo n'est dirigée par absolument personne, je l'ai montrée à personne avant de vous la diffuser. Alors rapidement, quelques points clés de cette nouvelle architecture. Tout d'abord, on a le DLSS 4 qui a fait son apparition, qui va améliorer grandement les performances de ces nouvelles cartes graphiques, qui va être compatible avec la génération 2000, 3000 et 4000. Mais ça, il va falloir qu'on en parle sérieusement, parce que compatible avec les anciennes générations, oui, mais pas aussi incroyable que sur les 5000. On a ensuite l'arrivée de la GDDR7, qui vient remplacer la GDDR6X. Dans les deux gros changements que ça apporte, on va avoir tout d'abord la consommation. On a une VRAM qui va être beaucoup plus efficiente que la précédente. Elle performe mieux et consomme moins, donc ça, c'est tout bénef. Et surtout, on passe d'un débit de 24 gigasecondes pour la GDDR6X à 32 pour la GDDR7. Donc là, pour cette nouvelle génération de VRAM, rien à dire que de l'amélioration. Et c'est un peu le cas pour toutes les nouvelles générations de composants qu'on va avoir dans ces cartes, mais ça, on va pas trop s'y attarder. Par rapport à la 4090, on a une bande passante qui est pratiquement doublée. On passe de 1000 gigasecondes à pratiquement 1800. C'est énorme. Et ça, c'est quelque chose qui va être terrible pour la création, pour les gens qui font de la vidéo, qui font de la 3D, qui font de l'image. C'est vraiment génial. Mais ce sur quoi nous, on va porter notre attention pour l'instant, c'est les performances en jeu. Et vous allez voir qu'avec cette nouvelle génération, avec ce DLSS 4, on atteint des performances qui sont incroyables, c'est juste fou. Mais vous allez aussi voir que tout n'est pas tout rose malheureusement. On va très simplement commencer comme d'habitude par des benchmarks sur 3D Mark. Le processeur que j'ai utilisé pour mes tests est un Intel Core Ultra 7 265KF. Vous me direz pourquoi pas un i9 ou un Ryzen 9, et bien tout simplement parce que je n'en avais pas sous la main, mais surtout parce qu'on effectue tous nos tests en 4K, donc pas besoin de monter si haut sur le processeur. De manière générale, par rapport à la 4090, il y a bel et bien un gap de performance qui a été franchi. Mais c'est surtout en jeu qu'on va se rendre compte de la folie que sont les performances de la 5090
4090. Je n'ai volontairement pas fait de comparatif avec la 4090 et je vais vous expliquer pourquoi. Sachez une chose, absolument tous les tests de jeu que j'ai fait ont été effectués en 4K avec tous les paramètres graphiques au maximum, le plus possible, le ray tracing, le path tracing, tout ce qui était activable était activé. Et est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est d'atteindre 300 FPS avec cette configuration sur Cyberpunk? De base, c'est déjà compliqué de vouloir faire tourner un simple ray tracing en 4K avec des performances, mais là, on est en ray tracing complet, on est sur le path tracing. C'est d'autant plus compliqué à faire tourner en maintenant un taux de FPS correct, et là, on est à plus de 300 FPS par moment. Et ça, on le doit exclusivement au DLSS 4, plus précisément au Multi-Frame Generation, parce que dès lors qu'on le désactive, on retombe à un taux de FPS misérable. En fait, c'est très simple. Tous les jeux qui disposent du Multi-Frame Generation voient leur FPS quadruplé. Et je vous avoue que je crois totalement en ce que le DLSS peut apporter au futur du jeu, mais je pensais pas qu'on ferait un bond aussi énorme en si peu de temps. Mais par contre, dès lors qu'on parle de rasterisation, de performance brute, bah la carte devient tout de même moins impressionnante, même si ça reste une 90, donc évidemment qu'on va avoir de grosses performances. Je n'ai pas peur de le dire, il y a peu de chances que même en 4K, sur n'importe quel jeu, vous descendiez considérablement en dessous des 100 FPS, même ceux qui ne disposent pas encore du Multi-Frame Generation. Black Myth Wukong est pour l'instant le seul exemple que j'ai trouvé parce qu'on le sait bien, ce jeu est vraiment pas opti. Et encore, dites-vous qu'avec cette configuration, avec une 4090, vous seriez en dessous des 80 FPS normalement. Mais voilà, comme je l'ai dit, sans compter sur le Multi-Frame Generation, la différence entre la 4090 et la 5090 n'est pas si énorme que ça. Tout a vraiment été misé là-dessus. Donc la question qu'il faut se poser, déjà avant de se demander si on prend une carte pareille pour le jeu, c'est est-ce qu'on est prêt à payer entre 2500 et 3000 € pour un gap si peu élevé? Et surtout, en 2025, est-ce qu'il faut encore s'entêter à penser rasterisation? Est-ce qu'il faut penser puissance brute? Puisqu'aujourd'hui, avec le DLSS, on obtient une qualité d'image qui est plus que belle, voire presque identique à ce qu'on pourrait avoir sans DLSS ou sans autre upscaling. Évidemment, si on s'arrête régulièrement, si on essaye de trouver les bugs visuels, les artefacts, on va les trouver, même si ce sont des choses que l'on peut retrouver avec ou sans DLSS. Mais contrairement à il y a quelques années, le DLSS n'est plus une technologie foireuse qui rend nos jeux moches, qui le fait bugger. Non, c'est devenu quelque chose de fiable, et si c'est ça le seul argument pour défoncer ces cartes, alors c'est refusé. Parce que croyez-moi, des raisons de cracher sur la 5090 et toute la génération qui va avec, il y en a, mais le DLSS n'en est pas une. Par contre, pour les jeux optimisés avec le cul, la 5090 ne peut rien faire. Mais il y a une question qui fait débat. Avec toutes ces technos qui sont rajoutées par Nvidia en post-traitement, qu'en est-il de la latence? Est-ce que finalement ça vaut la peine d'avoir 300 FPS si on se retrouve avec une latence tellement élevée que finalement ces FPS ne servent à rien? Cette question et les craintes qui y sont liées sont totalement legit. Une latence trop haute peut totalement bouffer l'expérience de jeu, donc on va essayer de voir ce qu'il en est. On se retrouve donc à nouveau sur Cyberpunk avec tous les paramètres graphiques au max en 4K, le DLSS x4 activé et notre latence se situe autour des 35 ms, parfois plus, parfois moins. Maintenant, on va désactiver tout ce qui est en post-traitement. On va désactiver le path tracing, on va désactiver le DLSS, on va désactiver Reflex. Résultat, notre latence baisse. Donc la crainte est bien fondée, ça rajoute de la latence d'appliquer autant de choses en post-traitement. Mais à quel point votre œil est-il entraîné, est-il expert pour pouvoir distinguer seulement 10 millisecondes de plus? C'est très difficile de percevoir une différence de seulement 10 millisecondes, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Seules des personnes super entraînées, comme des joueurs e-sport, pourraient peut-être ressentir cette latence. Donc je suis allé faire un tour sur Black Ops 6, puisque les FPS sont vraiment le meilleur type de jeu pour voir si la latence est pénalisante, en sachant évidemment que je ne suis pas un joueur pro, je ne suis pas joueur e-sport, mais je suis joueur régulier. Je précise également que le DLSS en x4 n'est pas disponible sur Black Ops 6, c'est le DLSS simple. À ce moment-là, des images que je vous montre, il n'était pas encore activé et Reflex non plus. Je suis passé d'une latence moyenne de 13-14 à 16-18. Et tout ça, bien sûr, en gagnant plus de 50 FPS en constant, puisque c'est quand même le but du DLSS. Alors, pour un joueur pro FPS, peut-être que c'est conséquent, 5 ms, mais c'est clairement pas le type de jeu sur lequel on va activer le DLSS, puisque les performeurs ne jouent pas en 4K. Ils jouent en 1080p sur ce type de jeu. Et petit point intéressant à souligner, lorsqu'on va activer le DLSS en x2 ou en x4, on va augmenter le nombre de FPS, on va augmenter malheureusement un petit peu la latence, mais on va également réduire la consommation de la carte. Si vous avez été attentif, vous avez pu remarquer que la consommation a baissé d'environ 100 watts. Évidemment, cette latence existe, ces craintes ne sont pas infondées, c'est pas des conneries, c'est pas du bullshit, ça existe, et c'est la raison pour laquelle Nvidia a créé et implanté Reflex pour réduire la latence justement en supprimant la queue de rendu. J'ai fait une petite vidéo il y a pas très longtemps qui explique comment fonctionne
tout l'écosystème des technologies Nvidia si ça vous intéresse, ou alors c'est plutôt là que ça va s'afficher, je sais plus. Mais dans tous les cas, voilà, cette latence existe, cette latence peut, comme certains le disent, créer un ressenti de manque de fluidité, mais je pense pas que ce soit conséquent au point de bousiller tout ce qui a été fait, tous ces FPS qu'on gagne. Moi, je vous avoue que ma crainte par rapport au DLSS x4, c'était pas vraiment concernant la latence, c'était plus que la façon dont ça fonctionne, c'est que 3 images vont être générées par le DLSS entre chaque image existante. Et c'est comme ça qu'on peut multiplier par 4 le nombre de FPS pratiquement gratuitement. Mais comme je l'ai dit, ces images sont générées non pas par le mode de rendu classique, mais par le DLSS, et moi ce que j'avais peur c'est que ça crée des espèces de doublons dans les images. Pour vous expliquer plus facilement, le fait que vous distinguez ma main qui bouge comme ceci, c'est parce qu'il y a plusieurs images qui sont générées dans cette vidéo, et chaque image va correspondre à une position différente du mouvement que je suis en train de faire. Si on prend une image fixe et qu'on la multiplie par 2, par 4, x 5, par 1000, par tout ce que vous voulez, mais que c'est la même image, ça ne va absolument rien changer en fait. Et du coup, si durant la génération d'images par le DLSS, il y avait des doublons, ça aurait pu créer des espèces de micro-freeze, des espèces de pas latence, mais quelque chose qui vienne casser la fluidité, et là oui, ça aurait pu être mauvais, ça aurait pu être dérangeant. Et malgré que mes benchmarks affichaient 280, voire plus de 300 FPS sur les jeux, vous, à travers cette vidéo, vous ne pouviez pas en distinguer plus de 50, puisque c'est comme ça que j'ai bridé ma vidéo, puisque YouTube bride le nombre de FPS maximum à 60. Et donc avec un bridage pareil, oui, vous voyez qu'il y a 300 FPS, mais vous avez le ressenti 60 puisque vous n'en voyez pas plus. Moi, à travers mon écran qui pouvait afficher jusqu'à 240 Hz, je vous le dis, j'ai fait des essais, j'ai bridé certains jeux à 60 et je suis passé à 144 et puis à 240, je voyais les différences sur tous les paliers. Évidemment que je ne distinguais pas les 300 FPS puisque mon écran ne pouvait pas monter jusque là et parce que on voit rarement la différence entre 240 et 300. Par contre, en rétrogradant, en faisant donc l'effet inverse, là, on peut le ressentir. Mais sinon, voilà, ça me servait à rien de monter jusqu'à 300 FPS. Et c'est un petit peu ça que je vais reprocher à ces cartes. Durant tous les benchmarks, c'est vrai que j'ai beaucoup glorifié les performances de ces cartes graphiques grâce au Multiframe Generation. J'ai beaucoup poussé sur le fait que c'était impressionnant de pouvoir claquer du 300 FPS en 4K sur des jeux aussi balèze, qui demande autant de ressources avec des technologies comme le path tracing activé, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant? Dites-le moi dans les commentaires, mais combien parmi vous ont un écran qui monte à plus de 140 Hz? Moi-même, combien d'entre vous ont un écran qui monte à plus de 60 FPS? Parce que c'est vraiment incroyable d'avoir 300 FPS, de tout miser là-dessus, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est ça le problème avec cette génération, c'est qu'on nous vend pas des jeux plus beaux, on nous vend des FPS. Et donc, après tant de glorification, puisque oui, les performances de ces cartes graphiques sont incroyables, je vais quand même devoir vous dire le fond de ma pensée. Pour ceux parmi vous qui sont spectateurs assidus de ma chaîne, qui regardent la plupart de mes vidéos, vous aurez pu constater que ça fait à peu près 2 ans maintenant que je parle beaucoup d'IA, je parle beaucoup de toutes ces technologies comme le DLSS, comme le Ray Tracing, comme le Cloud, qui sont pour moi des choses qui peuvent changer vraiment l'aspect du jeu vidéo sous tous ces points et qui peuvent l'améliorer. J'ai confiance en toutes ces technologies, que ce soit du côté d'NVIDIA ou AMD, même si Nvidia ont quand même un sacré avantage pour le moment, et je pense qu'au stade où on est actuellement, on en a besoin parce que d'un point de vue hardware, donc d'un point de vue matériel physique, ça commence un petit peu à bloquer. Ça devient de plus en plus gros, ça devient de plus en plus chaud, ça consomme de plus en plus, ça devient de plus en plus cher, et si on venait à miniaturiser tout ça pour rendre les cartes plus petites, ça coûterait encore plus cher et ça prendrait beaucoup de temps, et du temps, on sait bien qu'Nvidia n'en ont pas puisqu'ils sortent une génération tous les 2 ans et ça depuis des années. Et comme je l'ai dit, miniaturiser des composants avec la même puissance ou plus, ça coûterait encore plus cher à la production, et donc le prix on nous le mettrait encore plus dans la tronche. Donc on se repose beaucoup sur le software, même si des technologies comme le DLSS ne se reposent pas seulement dessus, même si je l'ai pensé à une époque. Il y a une partie software, mais il y a également de l'hardware. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le DLSS 3 n'avait pas été implanté sur les générations antérieures. Il y a des modeurs qui ont essayé, mais c'était pas fructueux, c'était pas stable du tout, le nombre de FPS gagnés n'était pas du tout convaincant. J'avoue que j'ai eu tort là-dessus. Comme beaucoup, j'ai un petit peu crié au scandale quand j'ai vu que Nvidia ne sortait pas le DLSS 3 sur les générations 3000 et 4000, mais après 2 ans, on s'est bien rendu compte de pourquoi, donc pour ça, mea culpa. Mais pour le reste, pas mea culpa. Malgré que ces cartes soient quand même composées de beaucoup d'hardware, il y a eu une évolution à ce niveau-là, il faut pas croire qu'on a des cartes vides et qui maintenant fonctionnent juste sur base de software. Eh bien oui, on a quand même toute une partie qui fonctionne grâce au software. Malgré ça, ça continue de grossir, ça continue de chauffer et le prix continue à gonfler lui aussi. Et on le sait bien, Nvidia vendent et continue de vendre leurs cartes graphiques beaucoup trop chères et c'est pas juste l'avis du consommateur. En plus de tout ça, à chaque nouvelle génération, Nvidia vont rendre leurs anciennes générations un petit peu obsolètes. Non pas parce que
elles ne fonctionneront plus ou qu'elles ne seront pas performantes sur les jeux. Je peux vous le dire que vos 4000 vont encore vous durer pas mal de temps. Clairement, aujourd'hui, tous ceux qui ont des 4080 et 4090 pour jouer en 4K, vous êtes encore dans le top, ne changez pas. Mais obsolète dans le sens où toutes les technologies qui font la révolution de ces cartes, et notamment le Multi-Frame Generation, ne sont actuellement pas disponibles sur les 4000. Certains me diront que si, le DLSS 4 il est bien disponible et que donc non. Non, parce que le DLSS 4, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est composé de plusieurs choses, dont le Multi-Frame Generation, et c'est ce dernier qui permet de faire un x4 sur les FPS. C'est pas le DLSS 4. Et donc le DLSS 4 est bel et bien disponible sur les 2000, les 3000, les 4000 et les 5000. Mais déjà, vous comptez à ça qu'il faut enlever le Frame Generation des 2000 et des 3000. Donc on n'a pas de x2 sur les FPS sur ces deux générations. Et le Multi-Frame Generation qui permet donc de faire un x4, on le retire des 4000 aussi. Ce qui fait que tout cet énorme gap de performance qu'on a franchi sur les 5000, on ne le retrouvera pas du tout sur les 4000. Peut-être qu'un jour ce sera implanté, à condition que les 4000 aient ce qu'il faut dans le ventre pour supporter ça d'un point de vue hardware, ou alors peut-être qu'ils vont réussir à réduire les besoins du Multi-Frame Generation pour l'intégrer dessus, mais d'une certaine manière, c'est un petit peu comme condamner les 4000 dès le départ. Même si évidemment, Nvidia sont là pour vendre, comme je l'ai dit, et donc il leur faut des arguments de vente. Ils n'allaient pas pouvoir vous vendre des 5000 à ce prix-là avec si peu de différence en rasterisation. Est-ce que ce choix est dû à des limitations ou au marketing? Seuls eux le savent. Autre point très négatif, la consommation. Alors comme je l'ai dit, d'habitude je suis pas très regardant là-dessus parce que je me dis, si on peut se payer un PC avec une carte graphique qui va de 2500 à 3000 €, on peut totalement payer une facture d'électricité à la fin du mois qui aura peut-être pris 3 €. Parce que ça a beau être 600 watts, votre PC, vous allez pas tourner tous les jours H24 sur des jeux à fond, à 100%. Voilà, il va y avoir des moments de repos, il y a des moments où, en fonction de ce que vous allez faire, elle va consommer moins. Donc le problème, c'est pas vraiment ça. Le problème qui est lié à la consommation, c'est donc la chauffe. Et je peux vous dire que cette carte graphique, mesdames et messieurs, elle chauffe. J'ai lancé un stress test sur Superposition, qui est un benchmark qui date maintenant de pas mal d'années. Il doit être sorti en 2017. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait tourner en 8K pour qu'il puisse mettre la carte graphique à 100%. Et je l'ai laissé tourner pendant 2 heures. Comme vous pouvez le voir, les températures n'ont pas atteint les 70 degrés et ça c'est très bien. Ça veut dire que son travail de dissipation, elle le fait très bien. La ROG Astral, vraiment magnifique. Pour une carte aussi grosse, pour autant de puissance, ne pas atteindre 70 degrés, c'est vraiment génial sans water cooling. Mais par contre, pendant ces 2 heures, je me suis absenté de mon studio pour aller faire d'autres trucs et quand je suis revenu, je vous raconte pas le four que c'était ici, le sauna. Pourtant, la carte graphique ne chauffait pas tellement que ça, donc ça veut dire qu'elle fait un bon travail de dissipation. Ça veut dire que ma config aussi, enfin ma tour fait un bon travail de dissipation, mais ce que ça veut surtout dire, c'est que la puce chauffe de fou. Le fait que la température de la carte en elle-même ne monte pas tellement que ça veut dire que le travail de dissipation a été très bien fait, mais ça veut dire que la puce chauffe beaucoup trop. Donc ça veut dire que si vous watercoolez pas votre carte graphique, quand vous allez vous taper des sessions de jeu pendant 3-4 heures durant l'été, mais vous allez crever en fait. Donc la consommation est trop élevée, bon la taille de cette carte graphique aussi est trop élevée, faut arrêter au bout d'un moment. La carte graphique elle toute seule est plus lourde qu'un PC portable, il y a plein de boîtiers dans lesquels elle va pas rentrer, et elle occupe 4 slots, donc potentiellement vous aurez un PCIe en dessous de celui de la carte graphique qui va être complètement inaccessible pour si vous vouliez mettre, je sais pas, une carte Wi-Fi, une carte d'acquisition. Et ça, j'ai pas envie de dire que c'est la faute d'Asus ou la faute d'Nvidia, c'est un petit peu la faute des deux. C'est certes pas Nvidia qui ont conçu cette carte, mais c'est eux qui ont conçu une puce qui chauffe beaucoup trop, et Asus, ont dû faire quelque chose qui soit suffisant en termes de refroidissement. J'ai pu voir quelques températures de la Founder, alors pour une carte qui fait 2 slots, c'est très bien d'être en dessous de 80 degrés, mais c'est quand même 10 degrés de plus que celle-ci. Donc là, le dilemme, c'est soit avoir une carte plus fine, mais qui prend 10 degrés dans la tronche, soit une carte plus grosse, qui est mieux refroidie, mais du coup, qui bloque des slots. Et gros point négatif, je pense que vous l'avez totalement anticipé, mais le prix. Déjà la Founders, elle est super chère. 2370 €, c'est déjà excessif. Mais alors les customs, autant il y a des marques comme Asus qui ont essayé de faire des modèles de cartes MSRP, donc au même prix que la Founders, mais pour les autres c'est excessif, et en plus de ça, si les magasins commencent à prendre de leur marge, Nvidia prend déjà une belle marge, les marques elles essayent de prendre aussi leur marge, mais c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a les fournisseurs qui derrière vont essayer également de prendre leur grosse marge, et puis il y a des revendeurs qui prennent aussi des énormes marges. Donc finalement, ceux qui se retrouvent niqués dans l'histoire, c'est les marques, les partenaires d'Nvidia. Et on en revient à une situation comme celle de 2021, où les prix semblent de nouveau excessif, où il n'y a pas de stock à l'entrée, et ça on nous fera pas croire à une pénurie, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent du nouvel an chinois, tout ça. Le nouvel an chinois, c'est de fin janvier à mi-février. Alors vous allez pas me dire que quelques jours avant la sortie de leur carte, Nvidia ils se sont dit tiens, mais faudrait qu'on produise quelques cartes, faudrait qu'on ait un peu de stock. Non, les cartes elles ont commencé à être produites bien avant. Et est-ce que la marque la plus riche du monde peut vraiment se retrouver à court de stock derrière tout le monde en mode bon il y a une pénurie de ça ou ça donc on n'a pas de carte. Non, enfin peut-être au consommateur lambda, lui ouais il peut gober tout ça, mais pas à nous Nvidia, pas à nous, on regarde, on sait. Vraiment j'y crois pas un instant que l'une des marques les plus
puissante du monde et la plus riche puisse se retrouver en manque de stock de quelque chose. En fait, c'est pas possible. Peut-être limiter un petit peu dans le nombre, mais non, faut pas exagérer, pas avec une sortie comme ça. Ou alors c'est que les choses ont été très très mal faites, mais du coup, ça aussi c'est un tort. Mais vous voyez, même si je suis pas trop du genre à croire que la Terre est plate, qu'on vit dans une simulation, que Nostradamus avait raison, tout ça, je pense quand même qu'il y a un gros foutage de gueule et qu'il y a une volonté de créer un besoin pour des cartes graphiques qui sont déjà beaucoup trop chères. Et puis même ce truc d'arrêter la production des 4000 3 ou 4 mois avant la sortie des 5000 pour épuiser le stock, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 4080 en vente pratiquement nulle part, il y a plus de 4090 pratiquement nulle part. Alors si, on peut les retrouver sur Amazon et quelques sites par-ci par-là, mais je veux dire, tous les revendeurs officiels chez qui les gens vont acheter en général, il y en a plus. Et on recrée cette espèce de bordel qu'il y a eu en 2021, 2022, cette espèce de pénurie. Sauf que bizarrement, ça ne concerne que les cartes graphiques. Donc en fait, tout ça, c'est fatigant. Moi, le produit, je l'adore, même si voilà, je le recommanderais pas à tout le monde. Une 90, c'est pas fait pour tout le monde. Une 5090 qui vaut 3000 €, c'est encore moins fait pour tout le monde. Si vraiment vous ne voulez que jouer, que vous n'avez pas d'intention de faire du créatif, du multitâche, on vous le dit tout le temps, restez sur du 80, sur du 70, sur du 60. C'est déjà amplement suffisant, mais ne vous jetez pas sur cette carte-là, vraiment pas, ça sert à rien. Vous n'avez pas besoin d'autant, et surtout si vous êtes déjà sur une génération 4000, ne faites pas la transition, parce que la seule chose que vous allez réellement y gagner, c'est des FPS. Alors évidemment, il y a plein de choses qui se sont rajoutées aussi, dont j'ai pas forcément trop parlé dans cette vidéo. Tout ce qui est lié au neural rendering, aux shaders, tout ce qui va apporter vraiment de la profondeur, de la précision, de la beauté au graphisme, en fait. Ça aussi, oui, ça existe. Mais pour l'instant, je trouve que c'est pas encore assez frappant, c'est pas encore assez développé que pour changer de carte graphique juste pour ça. Donc là, tout l'intérêt de switcher en fait d'une 4000 à une 5000, c'est de pouvoir jouer à 300 FPS sur les plus gros jeux actuels, ou alors de pouvoir jouer à 150 FPS sur les futurs jeux qui seront optimisés avec le Q, tout ça, parce que le DLSS existe. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt de se jeter sur une 5090 si on part d'une 4090 ou même d'une 4080. Et je vous dis ça alors que je trouve ce produit fou, vous les avez vus, les performances, c'est génial. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que est-ce que ça en vaut réellement la peine? Si vous avez budget illimité, alors oui, faites-vous plaisir, achetez-vous en 10 si vous voulez. Mais si vous êtes un tant soit peu regardant sur votre budget, ne soyez pas matrixé par ces cartes. C'est pas nécessaire. Elles sont incroyables, elles sont magnifiques, elles ont des qualités, elles ont des défauts, mais surtout elles sont très performantes. Mais elles sont pas faites pour tout le monde. On verra bientôt avec la 5080 que je vais tester, on verra avec la 5070 Ti, la 5070. Peut-être que ces cartes seront un peu plus adaptées au commun des mortels. Mais voilà, c'est dommage d'en revenir à une situation qui soit de nouveau tendue. Le lancement des 4000 avait pas été aussi désastreux. Là, il y a déjà des problèmes de cartes graphiques défectueuses, on a déjà des problèmes de chauffe, des composants grillés. Et vraiment, je le dis haut et fort, je le dis depuis des années, j'adore Nvidia, j'adore leurs produits, je fabule leurs produits, je trouve qu'ils sont merveilleux, qu'ils ont plein de potentiel, je suce leurs produits. C'est un petit peu dégueulasse, mais c'est la réalité. Mais vraiment, par contre, faut arrêter avec le monopole. Le fait qu'il n'y ait plus personne de positionner en face d'Nvidia, c'est chiant à la longue. Vraiment, j'adore Nvidia, je le dis, j'ai encore envie de les voir se développer et faire de mieux en mieux, mais je comprends pas à quel point ils sont bien positionnés pour que les antitrust ne bougent pas. Je veux dire, Adobe se sont fait attraper le cul quand ils ont racheté Figma parce que oui, mais vous avez trop de logiciels, il y a personne en face de vous, non, c'est pas possible. Et quoi là, on a des cartes graphiques qui sont vendues à 3000 €, il y a rien en face et c'est ok. Vraiment, je le dis, j'adore Nvidia et j'ai encore envie de les voir se développer et faire toujours mieux, mais il faut impérativement qu'il y ait un marché chinois sur la carte graphique pour faire baisser les prix actuels parce que c'est plus possible. Je conçois qu'il y a une évolution dans les performances, je conçois qu'il y ait du boulot, de la recherche, du développement, des choses qui sont mises en œuvre pour que ça évolue, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui il y ait des cartes graphiques qui coûtent le prix de la meilleure config d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans ou peut-être 4 ans, avec 2500 voire 3000 balles, tu avais la meilleure config de la meilleure marque. Et maintenant, avec le même budget, tu as juste la meilleure carte graphique, mais rien d'autre. Donc voilà, je vais mettre un point là-dessus parce que ça fait déjà trop longtemps qu'on parle. Ces cartes sont fabuleuses, elles sont hyper performantes. Elles ont des défauts, mais surtout, elles sont beaucoup trop chères et c'est pas normal. Bref, les commentaires sont ouverts. Si vous voulez voir des benchmarks comparatifs avec la 4090, il y en a plein sur YouTube. Moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez en voir d'autres, je vous laisse cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et pour vous abonner à ma chaîne, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.